Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro, les amis. On se retrouve pour parler mercato. Actualité oblige. On a vu qu'il y avait voilà, les débuts de matchs de pré-saison. On risque de faire un numéro récapitulatif un peu des matchs qu'on a vus sur ce début d'arc 2024-2025. Mais là, place au mercato, place à la dernière arrivée de l'OGC Nice, un certain Jonathan Klaus, bien connu du coach Franck Hez. Qui est-il? Quel souvenir a-t-il laissé dans son dernier club? Quel est son profil? Quelles sont ses qualités? Quels sont ses défauts? On a vu certaines réactions marseillaises objectives, subjectives. On a eu un peu de tout, hein, sur les réseaux, hein. Mais donc j'ai le plaisir de parler de Klaus avec l'invité du jour. Il est déjà venu dans le Club Pancho. C'est Maxime du podcast À la Commanderie. Salut Maxime, comment tu vas? Salut, j'espère que tu vas bien, ça va. On est, au niveau mercato, on est pas mal aussi. On nous laisse pas tranquille, hein. Et c'est toujours un plaisir de revenir, de venir au Club Pancho parce que tu l'as dit, j'étais venu pour, je crois que c'était en marge du match, il me semble, contre vous, du coup. Ça s'est pas très bien passé. Mais là, bon, on va parler d'un truc sympa. C'est le mercato, c'est bien. Le Et mercato, voilà, Klaus, c'est bien. ouais, et Klaus, bon, on va en parler. Ça a laissé, on va dire, petit côté, un petit goût d'inachevé chez nous. Mais vous récupérez quand même un piston, je dirais pas un arrière droit, mais un Mhm. piston droit plutôt. Alors, Un bon piston droit. il y a pas mal de choses à dire, hein. On a travaillé, on va dire ensemble, une sorte de fil conducteur un peu sur ce numéro-là. Tu l'as dit. Donc, Jonathan Klaus, on va un peu présenter le joueur dans ses grandes lignes avant de se focaliser sur ses 2 dernières années marseillaises. Joueur de Mhm. 31 ans qui va faire 32 ans en septembre, qui a un parcours atypique aussi, encore faut-il le rappeler, parce qu'il C'est signe vrai. pro à 24 ans, ce qui est assez tard dans les standards qu'on peut connaître du monde professionnel. Lors de sa saison 2017-2018 du côté de Quevilly-Rouen Métropole, à l'époque, c'était de la Ligue 2 nationale, Ligue 2, Ligue Ligue 2, 2, il ouais. me semble. Et ensuite s'enchaîne des cycles de 2 ans, en fait, régulièrement. Il part en Allemagne du côté de Bielefeld lors des saisons 2018 à 2020. Puis, c'est là qu'on a commencé à le connaître, enfin, le suiveur lambda du foot français lors de son arrivée à Lens, où il fait partie aussi de cette équipe qui a, on va dire, charmé les suiveurs de foot français, l'équipe de Franck Hez, lors de la remontée en 2020 jusqu'à 2022. Et puis, 2 dernières saisons du côté de Marseille. Tu as parlé de goût d'inachevé, tu as parlé voilà, de goût peut-être un peu amer. Est-ce que c'est vraiment ce qui ressort, Maxime, lorsqu'on parle de Jonathan Klaus du côté de Marseille? On a vu des commentaires un peu négatifs, on va pas s'arrêter sur, on va dire, les choses un peu toxiques, mais toi, concrètement, objectivement, qu'est-ce que tu retiens de Klaus pendant ces 2 ans chez vous? J'ai lu 1 an et demi de très haute facture et puis 6 mois un peu compliqués. Est-ce que ça peut être cohérent de parler de ça? C'est cohérent. Déjà, vous récupérez pour moi un des meilleurs pieds droits de la Ligue 1, déjà. Parce que si on doit aller sur des statistiques rapides pour vous supporters niçois, je pense que vous êtes allé voir les statistiques de Klaus, mais il a quand même pour une saison l'année dernière où c'était quand même très très compliqué chez nous, fourni 4 passes décisives et 3 buts en 27 matchs, ce qui est quand même pas mal. Et à l'époque Tudor, c'était du 9 passes décisives en Ligue 1 pour 2 buts en 34 matchs. Donc ça reste quand même une valeur sûre en Ligue 1. Après, pour répondre à ta question, moi je reste nuancé sur le contexte de l'année dernière, comme je t'avais dit un peu en off. C'est vrai que première saison sous Tudor, où Tudor est un peu la même tactique que Francaise utilise, hein, c'est-à-dire le 3, alors 3-5-2, ou tout dépend de l'animation, mais ça reste quand même une défense à 3 avec deux pistons. Très très grosse saison. Moi, je suis très hypé de l'arrivée de Klose du côté de l'OM, hein. Je faisais partie des gens qui vraiment, même le demandaient avant que ça signe. Je voulais un mec comme Klose parce que quand on savait que Tudor allait signer, quand on avait vu un peu son schéma de jeu, je me suis dit, ce joueur-là, c'est facile, c'est en Ligue 1. Puis aussi, il avait un âge assez avancé, Je dis-moi. me permets juste de préciser une chose, c'est que Mm. sur ces 2 années lensoises, il termine dans l'équipe type de la saison. Exact. Si je dis pas de bêtises. Donc, à ce moment-là, avant de Ah son oui, arrivée, c'est une référence. C'est un joueur, un peu un ovni qui sort un peu de nulle part, qui est passé un peu complètement. sous les radars, on va dire, des scouts et des grosses cylindrées.
Mais à ce moment-là, avant son arrivée chez vous, ça reste quand même une Ah, référence établie du championnat. bien sûr, pour moi, c'est un peu, on va dire, le paradoxe de la Ligue 1. C'est-à-dire que tu as des gros talents, mais qui, on va dire, qui ne sont pas visibles. Donc tant mieux pour nous, parce qu'on a récupéré Klose à un prix pour moi qui était tout à fait correct. Parce qu'on aurait pu, si tu prends le même profil de Klose, tu le mets en Angleterre, tu en as pour 40-50 millions, tu vois. Donc on a récupéré ce joueur-là d'expérience. Pas encore international à cette époque-là, mais qui sortait d'une très très grosse saison avec Lens aussi, il faut quand même le souligner. Et moi j'étais très hypé, il fait une très très grosse saison sous Tudor. Malheureusement, en doublure, il a un Issaka Boré qui n'a pas su, on va dire, le suppléer. Il a fait quand même une saison pleine sous Tudor. En Ligue des Champions, il a eu on va dire, quelques méformes. On va dire, il apprenait un peu ce qu'était le haut niveau, parce qu'il faut rappeler aussi que c'était sa première campagne européenne en Ligue des Champions, c'était avec nous. Donc, malgré son âge avancé, comme tu le dis. Mais c'est vrai que l'année dernière, je vais pas non plus. Il a été, je pense, qu'il s'est un peu gardé pour l'Euro. Il s'est servi du contexte un peu néfaste de l'année dernière pour un peu se cacher. Parce que bon, on peut dire que quand même l'année dernière, enfin, on a quand même un Amir Mourio qui était quand même assez performant, qui aurait pu jouer un petit peu le turnover avec lui. Il s'est blessé aussi, donc ça l'a pas aidé aussi dans sa progression. Mais non, l'année dernière, je l'aurais peut-être pu juger cette année, tu vois, là où il y aurait un peu plus de stabilité avec un De Zerbi. Mais bon, il signe chez vous, donc je pourrais pas le juger. Je jugerai en tant que supporter extérieur, mais non, mais on verra. On verra. Mais si vous avez un Klaus version Tudor en forme, c'est très intéressant pour vous. Alors justement, tu parles d'un point qui a été pas mal souligné s'agissant de Jonathan Klaus, c'est le fait qu'il se serait préservé en vue de l'Euro. En Mm. tant que suiveur marseillais, qu'est-ce qui te permet de dire ça? Est-ce que Ah, c'est une intuition? Enfin, quels sont les éléments qui t'ont permis de déterminer ça? Parce que je suppose que ça peut être frustrant. Et puis ça montre quand même que le gars, bon, il manque peut-être de professionnalisme et de loyauté envers son club. Enfin, tu vois, ah, de se dire, ouais, ouais, tu nous lâches, en fait, tu quittes un peu le navire, le navire dans l'optique de ton intérêt un peu personnel. Enfin, est-ce que c'était saisissable selon toi ou est-ce que vraiment c'était un peu il y a eu. le bouc émissaire, tu vois? Non, il y a eu des extras sportifs, hein. Si Benassia le prend en grippe, c'est pas pour rien. Il y a eu quand même des extras sportifs et quand même des choses qui ont été faites de la part de Klose, notamment, on parle on va dire, son petit réseau avec des youtubeurs et des gens de la télé-réalité qui n'ont pas aidé à ses performances. Parce que quand il arrive les premiers mois à l'OM, il est exceptionnel. On va dire, il s'est laissé embrigader pardon, un peu avec on va dire, le côté star system de l'Olympique de Marseille. Et ce qui fait que la deuxième partie de saison sous Tudor était un léger déclin. Et on arrive à une saison avec Marcelinho où c'est pas ça, en fait. Donc, préserver, on le voit pour les supporters de l'OM, on va dire, qui n'ont pas un voile devant les yeux et qui sont, on va dire, assez ouverts d'esprit, on le voit très vite. C'est pas les mêmes closes. Alors, même si la préparation physique a été désastreuse sous Marcelinho, il faut rappeler quand même aux auditeurs niçois que l'Olympique de Marseille sort d'une saison où on a 4 entraîneurs, où le jeu était, on va dire, je crois que le mot jeu était, c'était une option, je pense, l'année dernière. Mais on a bien vu des joueurs qui étaient cramés au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. D'ailleurs, on gagnait toujours nos matchs en première mi-temps et on s'effondrait en seconde parce qu'on n'avait pas de cardio, quoi. Il manquait du jus. Et Klaus, pour moi, a fait partie de ces joueurs-là qui manquaient un petit peu le côté physique. Et on va dire oui, l'Euro étant là, alors il s'est montré dans des matchs où il fallait se montrer. Il a été très fort, hein, notamment contre l'Ajax. J'ai le souvenir du but qu'il met contre l'Ajax, très très intéressant je rappelle, pour un piston droit, parce que là il était plus on va dire en rôle de milieu droit. Mais oui, on le voit dans ses prestations en championnat où il a été désastreux dans son placement, dans son agressivité. Il y avait zéro agressivité. Enfin, on voyait quand même qu'il y avait petit relâchement et ne pas se faire mal, quoi. Il s'est blessé, Klose, dans la saison.
Mais on sent quand même, il nous a même manqué. Hein, même, on a vu quand même l'avènement d'Amir Murillo qui, par la suite, s'est blessé aussi. Pour vous dire aussi à quel point c'était désastreux au niveau physique. Il nous a quand même manqué parce que il manquait quand même son pied droit à un moment donné où c'était crucial pour nous. Mais oui, globalement, dans la saison, il s'est quand même préservé, je trouve. Ouais, tu fais bien quand même de rappeler aussi le contexte autour de la saison marseillaise de l'année dernière. Bon, il y a des joueurs qui ont surnagé, je pense bien sûr à Aubameyang notamment, qui Ah, complètement, oui. a fait taire, on va dire, un certain nombre de critiques par rapport Mm. aux circonstances de son arrivée, par rapport au fait Bien qu'il sûr. remplaçait un Alexis Sanchez aussi, qui était porté haut en estime par les Marseillais. Juste un petit point, parce que tu as parlé de statistiques, et Mm. ça va amener aussi, on va dire, à autre chose. Avant, on va peut-être quand même parler du deal en lui-même, parce que tu as parlé de son arrivée. C'est vrai que finalement, j'ai quand même l'impression, alors on parle d'un deal aux alentours de 5-6 millions. 5 euros, enfin 5 euros, non, 5 millions plus 1 million de bonus, mais en gros, on va Un dire petit. un package, Ouais. un package à 6 millions d'euros. Quand on voit eh bien, le transfert enfin, qui a été le sien entre Lens et Marseille, je crois que c'est aux alentours de 7, 5, C'était ça, 7,5 avec bonus. Je crois que ça arrivait à. Je crois que ça arrivait aux 8 millions vers là, ouais, quelque 8-9 chose comme ça. millions. Finalement, Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu une opération gagnante-gagnante, finalement. complètement. Quand on regarde un peu sa carrière aussi, c'est beaucoup de cycles de 2 ans. Mm. Comment est-ce que, enfin, quel est ton regard un peu rapidement sur l'opération financière? Non, très content parce que je pense qu'il y a quelques années, on vous l'aurait vendu pour 2 millions, comme on l'a fait avec Maxime Lopez, tu vois? Même si c'est pas le même, si c'est pas la même carrière, si c'est pas le même, même poste, parce que c'est que chaque poste a sa valeur, mais c'est vrai que, non, je trouve on vous l'a bien vendu parce que, comme tu regardes, on l'a eu il y a 2 ans à 7,5, 8 alors qu'il était, pour moi, au sommet en Ligue 1. On vous le vend alors que je pense que déjà aussi, ça aurait pas été la même valeur s'il avait fait un Euro complet, déjà. Si Jules Koundé n'avait pas performé, on aurait vu un Jonathan Klaus un peu plus, sur cet Euro-là. Je pense il aurait grappillé 2-3 millions de plus. Mais un joueur de ce calibre-là, pour 6 millions, pour jouer parce que je crois que vous êtes qualifié pour l'Europa League, je crois, non, c'est ça? Donc c'est très bien. Vous avez un joueur d'expérience qui va beaucoup vous apporter si, je dis bien si, il arrive à se tenir. C'est toujours pareil. Voilà. Ouais. Mais bon, le transfert, on est content. Généralement, personnellement, je suis content. 2 plus 1 aussi, c'est le contrat qui a été signé à Nice, hein, qui est un peu le contrat, j'ai envie de dire, très, très actuel, hein, autant pour les Mm. joueurs que pour les entraîneurs. Mais en tout cas, effectivement, d'un point de vue, on va dire, très niçois, il lui restait 1 an de contrat. Je trouve que, bon, Mm. on a fait peut-être baisser aussi le montant désiré par Marseille à un moment donné. On a trouvé un terrain d'entente pour permettre à Klose d'arriver. Je Ça a été rebascule. rapide, hein. Ça a été rapide, hein, sur Ouais, Rodney, hein. ça a été rapide, mais Le joueur voulait partir, Benassia n'en voulait plus. puis Voilà, Marseille avait tout intérêt à le vendre dans le sens où il lui restait 1 an de contrat. Donc à partir de là, exactement. c'est soit tu le fais partir 1 an plus tôt avec une indemnité de transfert peut-être revue à la baisse, ou soit tu attends une année supplémentaire avec, on va dire, des prestations qui peuvent être un peu en délicatesse. Donc bon. Je voulais rebasculer sur les stats, parce que tu as donné ces stats un peu à Marseille, et c'est Mhm. intéressant de montrer un peu l'apport que peut avoir un joueur alors latéral, plutôt piston, hein, parce qu'il a essentiellement joué piston dans sa carrière. Et Oui, surtout, amis niçois, mouillez-vous bien la nuque, parce que on n'a pas connu ça. Voilà, on n'a pas connu ça. Même Attal, sur sa grande saison, parce que je considère que sa première saison, c'est la saison la plus aboutie, la plus complète. Mais en gros, depuis sa saison, on va dire en Ligue 2, depuis qu'il entre dans le monde professionnel à QRM, c'est 29 matchs, 1 but, 8 passes D. En Bundes 2, avec Bielefeld, 28 matchs, 3 buts, 3 passes D. Deuxième saison, 34 matchs, 5 buts, 8 passes D. Il arrive à Lens, première saison, 33 matchs, 3 buts, 6 passes D. On parle que de la Ligue 1. Deuxième saison à Lens, ce qui est sans doute sa plus belle en Ligue 1, 37 matchs, 5 buts, 11 passes D. Première saison à Marseille, tu l'as dit Maxime, 34 matchs, 2 buts, 10 passes D. Et l'année dernière, alors t'as pas donné toutes ces stats,
En championnat, il fait 27-3-4, donc 3 buts, 4 passes D. Mais en Europa League, Voilà, en Europa. Ouais. il fait 12 matchs, 2 buts, 6 passes D. Mm. Donc ça fait une saison à 10 passes D, 5 buts. Donc Bah, un, à l'OM, il a 85 matchs pour 24 passes décisives, quoi. Donc, alors c'est justement, est-ce que c'est ce qui le définit vraiment, cet apport offensif, tu vois? Est-ce que dans ton esprit, Klose, c'est un joueur offensif? c'est un joueur offensif. Défensivement, on va dire, quand ça marchait pour l'OM, je parle de la saison Tudor, hein, vraiment, c'est que tu avais un Chancel Mbemba qui couvrait énormément. Parce que Klose, il faut pas non plus, en fait, tout dépendra. Si je me rappelle bien de la tactique de Franck Hez, qui va être forcément la même que Lens, hein, il va essayer de recréer ce qu'il avait créé à Lens. Il va falloir que le défenseur central excentré couvre les montées ou le milieu défensif. Tout dépendra de quel profil vous avez parce que vous avez perdu Kefren Turam. Donc, tout dépendra du milieu défensif que vous avez. Il va falloir que ça couvre les montées de Klose, qui seront forcément intéressantes parce que quand il monte et qu'il est en forme, soit il apporte par son coup de rein parce il a quand même une technique. C'est pas non plus Ronaldinho, c'est pas, c'est pas Neymar, hein, mais il a quand même une très très bonne technique. Il a un bon pied droit. Il a surtout une très très bonne vista. Et il arrive à. Moi, j'ai des actions en tête où, avec son pied droit, il est arrivé à créer des situations, on va dire, je dirais pas incréables par un autre joueur, mais on sent quand même qu'il a quelque chose en plus. Et c'est pour ça que je mets bien l'accent sur le côté extra-sportif de Klose. C'est que si le board niçois, Francaise, son équipe, qui le connaît bien, et justement, il le connaît bien, donc même à Lens, il commençait un peu on va dire, à dévier un petit peu. Si vous arrivez à contenir un peu ces excès de fait, vous avez là, pour moi, il n'y a pas de conteste à avoir, le meilleur piston droit de France, de Ligue 1, mais sans compter. Il n'y a pas d'équivalent. Il y a, surtout qu'en plus, il peut dépanner côté gauche. Tout dépend. S'il y a un blessé, quelque chose, ça peut dépanner côté gauche. Nous, il a fait, bon, avec moins de brio, mais il l'a fait. Mais c'est une très bonne pioche du côté niçois. C'est vrai que ce que tu me dis, Youssef Attal, on en a parlé, nous, du côté Olympique de Marseille, Youssef Attal, j'étais pas très, très hypé par une éventuelle arrivée, mais on, voilà, on verra. C'est pas, rien n'est fermé pour Youssef Attal à l'OM, mais c'est vrai que vous n'avez pas eu de piston de ce niveau depuis belle lurette, en fait. Donc, c'est très bien pour vous. J'espère que que le board, justement, va réussir à le contenir. Ben, c'est ça, et puis mine de rien, tu vois, quand je regarde ces saisons, il a une forme de régularité. C'est-à-dire qu'il Mm. il joue on va dire, 80 matchs, en gros, hein, 70-80 matchs tous les 2 ans, parce qu'on a vu que c'était beaucoup de cycles de 2 ans. Oui, Moi, je pense qu'aussi, on a besoin d'avoir une fiabilité aussi dans la continuité. pas Effectivement, complètement. s'il est, on va dire, motivé et inclus dans ce projet-là, il n'y a aucun doute sur le fait que, eh bien, connaissant en plus le coach, ça se passe bien. Alors, peut-être pas aussi bien qu'à Lens, parce qu'il n'est pas aussi, on va dire, il est peut-être à un âge un peu plus avancé, peut-être que ça se passera un peu moins bien, mais on verra en tout cas. Euh, alors, il a quand même connu effectivement la saison dernière, on en a parlé, Maxime. Mm. Et puis, lorsque Marcelinho arrive, on sait qu'il va jouer en 4-4-2. Et là, il y a ce doute, je pense, de voir Klose dans une défense à 4. Comment ça s'est passé? Ben, très mal. Très, très mal. Très, très mal. Après, moi, je suis d'avis, on a fait une émission avec Robert Pires, là, il y a quelques mois, où on parlait justement de tactique. Et on se disait qu'il y avait des joueurs qui, avec l'arrivée de certains coachs, étaient mis de côté parce que tactiquement, c'était pas compatible. Et lui, il avait un regard qui était très tranché en disant, en même temps, on est joueur professionnel, c'est à nous, justement, de faire en sorte de nous approprier la tactique, nous approprier ce que le coach veut nous inculquer pour avancer. Il faut arrêter de penser qu'un joueur de foot est. Alors oui, il y a des schémas préférentiels, mais si un coach arrive et te met
tu es en mesure, je pense, à 400 000 balles par mois, de te mettre à niveau et de te dire, bon, mais je vais jouer en 4-4-2, tu vois. C'est juste, on va dire, un problème d'acclimatation. Après, il faut, comme tu l'as dit, il faut le mettre dans des bonnes conditions. Si c'est pour le foutre, comme nous, on l'a fait avec Marcelinho, dans un 4-4-2 et dire, bah, vas-y, démerde-toi, mais vas-y, joue, démerde-toi, mon petit poussin, et on verra ce qu'on va faire de toi. Non, c'est un joueur qui habituellement est un joueur de 3-5-2 sur piston. Marcelinho aurait dû, je pense, le prendre en considération, peut-être revoir un peu sa tactique. Parce que si tu joues en 4-4-2, c'est vrai que c'est compliqué parce que tout dépend de ton milieu de terrain côté droit. Il faut créer une complémentarité. Après, c'est vrai que Marcelinho, on l'a vu contre nous avec Villarreal, jouait plus en 4-3-3 avec Piston. Pas Piston, pardon, avec Sentinelle, pardon. Ce qui fait que ça libère le côté et justement, pour un mec comme Klose, ça aurait pu être intéressant. Parce que Marcelinho, c'est vrai que pour ça, il n'est pas fermé tactiquement, hein. C'est pas Tudor où il avait son schéma et il fallait s'y tenir. Non, lui, il était un peu plus polyvalent tactiquement. Donc, je pense que ça l'aurait fait avec le temps. On n'a pas eu beaucoup de temps avec Marcelinho, on n'a eu que 4 mois. Ça l'aurait fait, je pense, avec le temps, parce que bah, tout bon joueur, après, pour un moment d'acclimatation, il reprend son niveau et ça se passe, hein. Après, on ne sait pas hein, s'il peut-être il aurait eu un clash avec Marcelinho, on n'en sait rien. Mais bon, moi, je pense que ça l'aurait fait. C'était compliqué au départ. D'ailleurs, la qualification contre le Panathinaikos n'est que le résultat de tout ça, hein. C'est c'est des joueurs qui sont pas à leur place, c'est des joueurs qui tactiquement, tu recrutes des joueurs qui ne sont pas à l'aise dans une tactique, il faut le temps justement à ce que la machine se mette en place. Et bon, voilà, pour le coup de Klose, chez vous, avec Ez qui joue dans son schéma préférentiel, il n'y aura pas de problème, normalement. Tu as parlé de sa polyvalence-là. Mm. C'est vrai qu'on l'a vu surtout à l'époque de Lens dépanner sur le côté gauche. Est-ce que c'est arrivé à Marseille aussi qui joue Oui, sur le côté gauche? ah, complètement. L'année dernière, il faut quand même pas oublier qu'on était une des équipes pardon, où il y a eu le plus de blessures. Faut pas oublier quand même que des Klose se retrouvait avec le seul latéral de métier, mais tout côté confondu. Donc, ce qui a donné à des tactiques rocambolesques, hein. On a vu, on a vu de tout, hein, même, on a vu Amir Murillo côté droit et Klose côté gauche, alors que Klose était latéral droit. On n'avait plus de latéraux. S'il y en avait un qui se blessait, c'était mort et c'est ce qui s'est passé avec Klose et après Murillo. Donc on était un peu dans la merde, hein, niveau latéral. Et oui, oui, il peut dépanner côté gauche. Il est moins performant, hein. Faut dire ce qui est parce que ça reste quand même un droitier pur. Donc il faut qu'il rentre sur son côté, sur son pied pour justement faire ce qu'il sait faire, délivrer des passes décisives et on sent qu'il est pas à l'aise. Mais ça peut arriver qu'il dépanne côté gauche et il sera pas, ça sera pas, je veux dire, dégueulasse, mais il faudra pas le critiquer sur son dépannage côté gauche. Voilà. Ok. Si tu devais établir le profil du joueur, c'est-à-dire, en gros, tu me parles de Klose, Mmh. quelles sont, on va dire, ses qualités, quels sont ses défauts, on va dire. Alors bien sûr, je suppose qu'il va y avoir des choses liées à tout l'aspect défensif, mais voilà. Forcément. Partons du principe qu'il va jouer piston, qu'il va avoir peut-être un besoin moins important d'avoir des capacités défensives, même si celles-ci sont importantes. Partons du principe qu'il a un Jonathan Grady derrière lui, comme il a eu pendant 2 ans. Mmh. Voilà. Est-ce que tu peux me décrire un peu son profil, on va dire ses forces et ses faiblesses? Bah, sa force, c'est déjà, c'est quelqu'un qui, bon, bah, comme on l'a dit, a un pied droit redoutable. C'est, centreur hors pair, centre long, centre à ras de terre, centre court, enfin, c'est quelqu'un qui manie bien ça déjà. Donc vous allez avoir, si vous avez, un Mofi en forme, beh, il aura des ballons. C'est avec Colosse, il aura des ballons. Alors, il faudra au niveau de la tête, Mofi qui s'améliore, hein, mais il aura des ballons avec Klos. Euh, Quelqu'un aussi qui a une capacité à se projeter vers l'avant assez vite, assez rapide, sur un crochet, sur un contrôle orienté, il est très fort là-dessus.
Par contre, faiblesse, tu l'as dit, et j'ai noté qu'il y avait Grady qui avait signé chez vous, du coup. Non. Non, 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 c'était à Lens, tu parles de C'était Grady à ouais, Lens? c'était à Lens. Enfin, c'était Ouais, excuse-moi. le Ouais, contexte où tu avais un mec derrière lui voilà. qui pouvait compenser, quoi. Voilà, Mbemba le faisait très bien sur le côté droit. Et en fait, il faut que, je sais, alors je suis désolé, je connais pas encore bien votre effectif à Nice, mais bon, il y a Todibo dans la défense et Dante. Mais je vois pas Dante avec ses 42 piges faire des couvertures, ces couvertures de dingue. Mais voilà, il faut que le futur défenseur central qui va s'excentrer soit prêt justement à couvrir, et même les milieux, comme je te l'ai dit avant, même les milieux défensifs, à couvrir les montées, parce que Klose a 32 ans, il n'aura forcément pas la même vitesse et la même, on va dire, percussion qu'il y a 4 ans. Il va falloir prévoir tout ça. Et en fait, Klose, si tu veux, si vous voulez, c'est quelqu'un, si vous avez sur votre côté quelque chose qui marche et qui est bien huilé, ça va être génial pour vous. Parce que ça va couvrir ses montées, il va pouvoir revenir sur l'aspect défensif sans se cramer. Parce que c'est ce qu'il faisait l'année dernière. Il faisait des allers-retours, allers-retours, allers-retours. Il n'avait pas le cardio pour, ce qui fait qu'au bout de 45 minutes, il était aux fraises. Ce qui est compréhensible, attention, ça reste quand même des êtres humains, les joueurs de foot, hein. Mais si vous avez côté droit, tactiquement, des bonnes couvertures et on va dire une tactique qui est bien huilée à ce niveau-là, ça va gommer ses faiblesses de repli défensif. Voilà, sa grosse faiblesse pour moi, c'est le repli défensif et sa défense qui, des fois, c'est un peu rapide, quoi. Tu vois, ça peut se mettre à la faute. Voilà, on l'a vu se faire mettre quand même des misères face à Barcola contre Paris Saint-Germain. Euh, Par exemple, là, j'ai ça en tête. Alors que c'est quelqu'un qui, normalement, alors c'est paradoxal, sur l'homme est très bon. Sur un marquage sur l'homme est bon, hein, il va bien défendre sur l'homme. En revanche, sur des retours, dans la hâte, il va manquer de lucidité, très Ouais, clairement. donc bon dans le duel homme à homme, mais dans ce Oui, qui est peut-être gestion de l'espace, non, du il n'est repli, pas etc., peut-être un peu hasardeux. un peu hasardeux et surtout, en fait, tout dépendra de ce que S va lui demander. Si c'est sur la même, comme tu dis, avec Grady derrière qui le couvrait, si on part sur la même base de l'Ansoise, avec le milieu de terrain, parce qu'il avait quand même à l'époque un Seko Fofana. Enfin, rappelle-toi quand même de la compo lançoise de l'époque, c'était quand même pas dégueulasse. Il y avait quand même une solidarité tactique qui était énorme à Lens. Si vous arrivez à avoir ça à Nice, ça va gommer ce côté-là, en fait, parce que il y aura, bon, le mercato n'est pas terminé, mais je sais pas qui à l'heure actuelle tu peux vraiment me sortir comme défenseur qui s'excentre et qui pourra gommer ça. Je sais pas. Bah, Mais- si les capacités physiques sont, on va dire, les plus importantes au sens duel et vitesse, Todibo, c'est la meilleure option. Mais à l'heure actuelle, Todibo, il est en instance de départ. Voilà, ouais, Donc c'est tu as ça. éventuellement un Youssouf ou un Rosario qui ont déjà joué dans des défenses à 3 et qui Mm. peuvent peut-être effectivement compenser, être moins actifs à la relance comme pour comparer peut-être un Facundo Medina du côté de Lens qui est un peu plus, on va dire, relanceur que un Grady ou un Rosario ou un Youssouf demain qui vont être peut-être plus stopper et être un peu plus libéré de la première relance. Après, voilà, je fais des suppositions, mais Bien sûr. C'est pour ça que je te disais, tout dépendra. En fait, Klose sera performant, tout va dépendre de votre mercato. ouais. Voilà, tout va dépendre de votre mercato. Au milieu de terrain, vous avez perdu Kefren Turam. Bon, après, c'est la logique des choses, hein. Mais tout dépendra de ce que vous allez prendre au milieu. Tout dépendra du mercato aussi que vous allez prendre en défense. Et à la fin du mercato, je te dirais, oui, vous allez faire une grosse saison avec Klose. Là, pour le moment, là, de ce que je sais de votre effectif, il va falloir que certains se mettent au niveau de Aise. C'est autre chose. Ah, c'est évident, c'est évident. Tu as parlé de sa qualité de pied. J'ai vu que ça lui arrivait quand même assez souvent de tirer les coups de pied arrêtés, Hmm, corner, coup franc. hmm, Est-ce que tu qui considères fait que très bien. ouais, c'est un bon tireur de CPA du coup? Quand tu as personne, comme c'était le cas pour nous, oui, il a très bien rempli ce rôle.
Après, en coup franc direct, il en a mis, je crois, 1 ou 2, je sais plus, j'ai pas la stat en tête. Je me rappelle plus, mais il me semble qu'il en a mis 1 ou 2. Mais après, c'est pas non plus, faut pas trop compter là-dessus, quoi. Il va rentrer peut-être dans une rotation de tireurs, ce qui est pas négligeable, hein, parce que c'est très rare, hein, de nos jours des très bons tireurs de coups de pied arrêtés. Mais c'est bien d'avoir un mec comme lui qui est dans une rotation, tu vois? Votre tireur de coup franc est pas là ou blessé ou sorti, ben, tu as Klose, tu vois? Ou, sur les corners, il est très intéressant. Sur le corner, bah, dans la lignée de ce qu'il peut faire avec ses centres, hein. Il Mhm. a un pied droit qui est au-dessus du lot, hein, c'est pas rien s'il a une équipe de France, il a fait quand même de bonnes prestations en équipe de France, hein. Donc, non, 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 vous avez un bon petit joueur aussi de coup de pied arrêté. Pareil, il ne faudra pas non plus être exigeant avec lui sur les coups de pied arrêtés, mais il va remplir son rôle. Ouais, l'idée, c'est pas qu'on non plus qu'il arrive à mettre des coups francs de 30 mètres direct, Ouais, mais qu'il non, puisse être une alternative aussi aux oui. tireurs de coups de pied arrêtés actuellement, que sont Morgan Sanson, Jérémy Boga notamment, qui les tirent. Là, c'est plutôt une question sur, on va dire, l'homme, enfin du moins le comportement un peu et le lien qu'il pouvait avoir avec les supporters. Au-delà des performances, Mhm. quel lien avait-il avec les supporters? Est-ce que c'est un Ben, joueur qui va tu sais, être dans le partage, les émotions, dans le côté lien avec les supporters? Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt discret? Est-ce que ça va être quelqu'un de vocal? Euh, Comment est-ce que tu définirais ce pan-là du joueur? alors, déjà, ce qui m'étonne, c'est qu'il avait dit avant de partir chez vous qu'il voulait partir dans un club où il y avait ces joueurs, ou comme il le dit, où il n'y a pas de pression. Voilà. C'est vrai que on est l'OM est le club avec le plus de pression. Tu peux pas faire plus, je pense. Même le PSG n'a pas plus. Mais vous, quand même, à Nice, il y a quand même une certaine pression. Même si vous vous considérez comme un club moyen, au vu des résultats, je pense que vous pouvez maintenant un peu hausser la tête et dire que vous faites partie quand même du top 5, quand même. S'il considère que la pression, c'est tout le climat autour, dans ce cas, on lui donne raison. Parce que Bah, quand même, vos ultra niçois sont quand même assez durs. Enfin, c'est pas, on parle pas, c'est pas moins dur moins qu'ils que nous, qu'ils ne l'ont moins été que dans le nous. passé aussi, tu vois. Parce Oui, mais c'est quand que même exigeant Nice là, parce que il y a eu quand même un rachat d'Ineos où il y a eu beaucoup d'attentes. Ça commence quand même à grogner parce qu'il n'y a pas les résultats qui sont là par rapport à ce que Ineos peut faire. Euh, Moi déjà, je suis assez surpris du départ à Nice. Je te dis la vérité, je pensais qu'il allait partir dans un club ou en Angleterre, ou tu vois un truc où c'est un peu plus calme et où l'institution est plus forte que tout. Là, il part chez vous, quand même, il y a quand même une certaine pression. Je dis pas que c'est. Mais quand même, si tu regardes en Ligue 1, si tu épluches un peu les clubs de Ligue 1, bon, tu as Lyon. Et encore, je trouve quand même que vous avez quand même plus de pression que Lyon en niveau de supporters. Parce que les Lyonnais, ouais, ça reste quand même un grand club en France. Mais quand même, Nice, c'est quand même. Enfin, c'est la Riviera, quoi. C'est le sud, quoi. Donc, c'est quand même, il y a quand même une pression à Nice, hein. ah Faut oui, pas il y le. a, il y a- il y a Voilà. une pression, il y a une pression. Maintenant, Donc, on va dire qu'il a géré la pression à l'OM, il va la gérer chez vous, il n'y a pas de problème. Ça va. ouais, je pense Voilà, qu'effectivement, le crash test du, ça euh, va. du vélodrome dans un Voilà, contexte un peu compliqué comme l'année dernière, ça va. ça le conditionne. Mais Après, avec effectivement, nous, pour ta question, pour rebondir, après, je te laisserai finir. Euh, il est aux premières saisons très bien. C'est un joueur qui a clamé son amour du club, comme souvent, hein. Moi, l'OM, c'est mon club de cœur, enfin voilà, comme souvent. Donc voilà, il a acclamé son amour du club. Il a prouvé parce qu'il a eu vraiment des prestations de très très haut niveau sous Tudor. Un joueur qui, ben, on va dire, qui partage, oui, parce que quand on voit un peu ses sorties en soirée, il aime bien partager. Il aime bien danser. C'est un très bon danseur, Klaus, hein. Il aime bien aller dans des boîtes de nuit. Et chez vous, il va se régaler. C'est pour ça que je vous dis, partir à Nice, je pense qu'il a fait exprès aussi, hein. Il s'est dit, ouh, petite Riviera là-bas. Il y a Monaco pas loin. Tu vois, ça va être sympa. Donc, non, non, il partageait. C'était un joueur assez sympathique. Vraiment, de ce qu'il en ressort. C'est un très bon gars. Vraiment. C'est pas un hautain. Ça, pour les supporters niçois qui vont le croiser,
sera toujours disponible pour photos, discussions. Il n'y a aucun problème là-dessus, franchement. Et c'est même quelqu'un, pour l'avoir, je ne l'ai pas croisé, mais pour avoir entendu des gens le croiser, me dit, mais t'as pas l'impression d'avoir affaire à un joueur de l'OM, quoi. Enfin, le mec, il discute avec toi 5 minutes, bon, il est avec sa femme. Après, tu n'es pas un débile, le gars est avec sa femme, il passe du bon temps, tu le laisses tranquille, tu vois. Mais c'est pas quelqu'un qui va te toiser, quoi. Pas du tout. Voilà, tu vas pouvoir utiliser pleinement le joueur voilà, en photo. Hmm. Voilà. Donc pour les Plutôt, supporters niçois. plutôt Hmm. accessible, mais alors sur le terrain et le lien qu'il pouvait avoir, tu Ah, vois, oui, il avait. Ouais. ce qu'il en ressort, tu vois. Pas que on peut identifier des joueurs, mais tu vois, par exemple, Bah alors, première saison, comme je te dis sur Tudor, comme il mouillait le maillot, et que c'est sa première saison, et qu'il y avait aussi un contexte avec Tudor où c'était quand même, je dirais, similaire à Franck Hez, où il fallait quand même mouiller le maillot, il y avait quand même une rigueur tactique. Donc il mouillait quand même le maillot, c'est parti quand même des joueurs qui couraient le plus, qui donnaient beaucoup quand même. Mais parce qu'ils avaient eu une préparation avec, toujours pareil. Donc on peut pas comparer avec ce qui s'est passé l'année dernière où préparation n'étant pas là, tu peux pas avoir les prestats que tu avais sous Tudor parce qu'il y avait beaucoup de choses derrière. Et moi, je pense que ouais, s'il n'avait pas eu ce côté, pour moi, et ce n'est que mon avis, où il se réserve pour l'Euro, ça aurait pu être, on va dire, un joueur très, très, très apprécié à la commanderie. Sa tache noire, ça a été ses méformes, ça a été son côté un peu, on va dire, douteux. douteux, même qu'on va dire un peu d'abandonner un peu le navire. Voilà. Quand ça va bien, tout va bien. Quand ça va mal, oulala, je m'en vais, je fais profil bas, je vais boire un coup avec les Marseillais à Cancun et puis voilà quoi, tu vois. Donc Hmm. un peu profiteur voilà. C'est un peu ce qu'il a été reproché de profiter un peu du contexte marseillais, c'est-à-dire le contexte un peu ben, le soleil, la mer, les soirées. Et quand ça va mal, ben, de ne pas on va dire, user de son statut quand même de cadre, parce que c'était un cadre international français, et de pas vraiment. Je pense qu'il ne faudra pas attendre de lui qu'il soit quelqu'un qui rallie, tu vois. Un mec qui va, si ça va mal dans une saison, qui va pousser la gueulante. Non, c'est un suiveur. Dans un groupe, c'est un suiveur. Donc, nous, le problème qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup on va dire de personnes à fort caractère. Il n'y avait pas de leader, vraiment, l'année dernière, de vestiaire, un gros leader. Comme vous avez Dante, qui rayonne. Hein. De toute façon, on ne peut pas arriver à 40 piges. C'est un sujet très très clivant dans la communauté de l'OGC Ben, Nice. après, je suis d'accord. Attention, à juste titre. Hein. Mais moi, je me dis, le mec avec le palmarès qu'il a, jouer à 40 ans et afficher quand même des prestats même si c'est pas des grosses prestats, mais d'afficher des prestats qu'il fait, chapeau. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de Ouais, ce mais ça qui peuvent pose la faire ça. question, là, débat un peu parallèle, mais Ah oui. de la, de la distinction entre la performance sportive Hmm. et le rôle de capitaine. Ah, Eh oui. bah, Tu après, vois, après moi, je vais te comparer, je ne suis pas en train de comparer Balerdi et Dante, j'allais te le dire. mais Balerdi à Marseille, Ouais. Balerdi C'est, avec le brassard, ben, je me dis, il y a une forme de logique parce que dans la représentation du capitaine oui, pour un supporter marseillais, il faut que ce hmm, soit ouais, une hyène, quoi. Enfin, une genre, machine. ouais, Ah, une machine. un gars qui soit performant sur le terrain, Balerdi l'a été sur le dernier acte, mais qui en plus, eh bien, ait ce caractère trempé. Ouais, Euh, bien sûr, bien sûr. Mais alors après, bon, voilà, bon, je pense que vous avez là un des tout meilleurs pistons droits de France, je dirais pas d'Europe quand même, on va en garder, qui, utilisé à bon escient et tactiquement, avec une tactique bien huilée, vous sortira de bien des soucis, ok, vraiment. ok, ok. Écoute, moi de mon côté, il me semble avoir fait un peu le tour, mon cher Maxime. Bah Euh, écoute, T'avais peut-être quelque chose à rajouter pour conclure. Est-ce que, juste une petite question, dans les oui, potentiels remplaçants, est-ce qu'on est sur des mm, profils similaires parce que De Zerbi va prendre sans doute, il va y avoir un recrutement qui va être fait. Est-ce que oui, ce sera un profil similaire ou est-ce que ce sera un profil un peu plus défensif? J'ai cru voir que vous étiez sur Sildilia, il me semble. exactement, exactement, oui, oui. Après,
Alors, tu m'enlèveras pas l'idée que Klose, son transfert, ça restera interne. Une volonté de Benassia de le voir partir parce qu'il y avait une incompatibilité de mentalité pour moi entre Benassia et lui. Alors, est-ce Donc que tu Benassia, peux juste nous faire un rappel sur ouais. ce qui s'est passé avec Benassia? Parce que ça, on en avait beaucoup parlé dans les médias, sur la sortie médiatique. Parce que peut-être qu'il y a des supporters niçois qui eh bien, n'ont plus ces infos-là en tête. Ah, ben, en fait, très simplement, c'est juste Benassia bon, arrive à l'Olympique de Marseille en tant que conseiller du président, hein, il n'est pas directeur sportif encore. Encore que son, son poste à Benassia est un peu obscur, on ne sait pas trop. Mais bon, on va dire qu'il est directeur sportif. Et c'est quelqu'un, parce qu'il faut quand même rappeler aux auditeurs niçois, ou rappeler ou expliquer que Benassia est quelqu'un quand même qui a une carrière qui sort du Bayern de Munich, de la Roma, de la Juventus de Turin, enfin, a joué dans des clubs où l'institution passe avant tout et la rigueur est constante en fait. Et c'est vrai que Klaus, ben, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, hein, le côté extrasportif, fêtard, youtubeur, enfin tout ce que tu veux, n'avait pas plu un peu à Benassia. Et Benassia a choisi la voie, bah, la voie de la presse. D'ailleurs, il est passé sur Téléfoot à expliquer ce qui s'était passé en disant qu'il y avait un problème de professionnalisme avec Klaus, très clairement. Ah, que son problème que si Klos ne remontait pas la pente au niveau professionnalisme, qu'il ne jouerait plus à l'Olympique de Marseille. Très clairement, il n'y a pas de, y a pas d'arrangement avec lui. Et nous aussi, on a été un peu, on se disait ah quand même, il est un peu dur et tout ça parce que ben une saison un peu compliquée, il fallait pas remettre de lui sur le feu avec ça. Force est de constater qu'il n'avait pas tort. Ça a servi aussi à ce que Klos se recentre et à ce qu'il soit sélectionné pour l'Euro, faut pas le cacher. Parce qu'à un moment où on se parlait, Klos n'était pas sélectionnable en termes de jeu, en termes de. Il n'était pas là, il était sur les tablettes à Deschamps, hein, mais il n'était pas sélectionnable. Et les dernières, on va dire, prestats de Klos ont été très concluantes, ce qui fait qu'il arrive à l'Euro. Mais c'est vrai que voilà, Benassia et le bord olympien lui reprochaient son problème de professionnalisme, avant tout. Voilà, Ok, très clairement. bon. Bah écoute, on va voir ce qu'il en est. Sportivement et financièrement, je pense qu'il y a Oui, eh bien, une bonne opération qui a été réalisée par l'OGC Nice, une belle vente aussi de votre côté. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un Klos concerné comme sa première saison chez vous, ou un peu, on va dire, en dilettante, comme ce qui s'est passé l'année dernière? À voir. En tout cas, Maxime, je te remercie pour toutes ces informations. ben de rien. Je crois savoir que tu enchaînes là. Voilà, Oui, la reprise pour toi hein, en période de vacances. ah, mais on n'a pas fini, hein, en fait. Là, notre board à nous rend, à juste titre, hein, bien, nous rend fou, en fait. Donc là, on va préparer une petite émission sur l'arrivée de Olbière, de Pierre-Émile Olbière. Donc, ben, pour les supporters niçois qui sont pas trop fermés Hmm. à écouter du foot ou ce qu'est ce joueur-là et qui va être potentiellement votre adversaire, vous pouvez nous écouter sur la commanderie. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne chance pour votre saison en Coupe d'Europe. Vous l'avez bien mérité sur votre saison globale. Et de toute façon, voilà quoi. Non. C'est... On sera, je pense, amené à se revoir l'année prochaine. Merci Oui, beaucoup pour ces infos, Maxime. Et puis voilà, de rien. je vous encourage, si vous voulez avoir plus d'informations, parce que voilà, vous êtes supporter niçois, mais fan de foot. Hein, je sais qu'il y en a qui sont Hmm. full Nice, hein, ce qui peut s'entendre, comme il y a Full des Marseillais, supporters ouais. qui sont full Marseille. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à aller faire un tour. Et je salue aussi Quentin, bien sûr, du podcast Temps Additionnel, également à la commanderie de temps en temps, qui bah, m'a mis en relation avec toi il y a de ça quelques mois. Et bien sûr, Brice, Ouais. s'y passe par là. Eh bien, écoutez, on va clôturer ce numéro. Merci beaucoup, Maxime. De Bonne rien. continuation à toi. Et nous, eh bien, on se retrouve très bientôt. Je pense qu'il y aura ben, naturellement toujours ces numéros sur les arrivées prochaines. Sur les départs, on fera un numéro aussi lorsque Todibo partira. Sur aussi la rétrospective de ces deux joueurs, les accomplissements, également un petit numéro, je pense, sur les matchs amicaux avant le démarrage de la saison. Bon été à tous et puis à très bientôt sur Club Pancho et sur Twitch. Salut, salut. Salut.